mental a pris une place importante parce que c'est la seule dimension de la performance qui n'était pas vraiment explorée. C'était un petit peu le délaissé, le parent pauvre de la performance. Le blocage en général, c'est une mauvaise gestion du stress. Il y avait un levier de performance très important et donc on a commencé à mettre son nez dedans. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Clément, préparateur mental de My Mental qui a sa propre structure et également le préparateur mental de l'académie Elite Rugby. Donc, bienvenue Clément dans le podcast du coup Elite Rugby. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que rapidement tu peux te présenter aux personnes qui te connaissent pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Par où t'es passé? Raconte-nous tout. Donc moi c'est Clément Nardet, j'ai 40 ans, je suis préparateur et coach mental, donc auto-entrepreneur, j'ai ma propre entreprise, My Mental. Et alors, pour faire court, parce que c'est une reconversion, moi j'ai commencé ma vie professionnelle par l'enseignement. Donc j'ai été professeur des écoles pendant 15 ans et ma passion pour le sport m'a rattrapé. Et donc j'ai décidé de me former à la psychologie du sport et donc à la préparation mentale pour en faire mon métier aujourd'hui, donc depuis 6 ans déjà. Et en 6 ans, tu as vécu pas mal de choses. Ouais, des choses très sympas, des choses inattendues. Très intéressant. Ouais. Trop cool. L'idée aujourd'hui, c'est que on partage différentes parties. On comprenne concrètement aujourd'hui pourquoi la préparation mentale, est essentielle dans le rugby moderne. On va identifier aussi les blocages mentaux et concrètement comment on travaille la préparation mentale. Est-ce que c'est de la psy, de la sophrologie, de la magie? On va voir concrètement, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, ce qui va être très intéressant, un podcast bien enrichissant. Euh, Aujourd'hui, pour toi, pourquoi la préparation mentale, c'est devenu l'acteur moderne du sport, du rugby, de manière principale, quoi. Alors, je crois vraiment que le mental a pris une place importante parce que c'est la seule dimension de la performance qui n'était pas vraiment explorée Ça va. ou pas à sa juste valeur depuis toutes ces années, depuis que le sport existe et le rugby en particulier. On a exploré évidemment la technique, ce qui permet de jouer quand on est débutant, le physique pour optimiser, la tactique pour mieux comprendre le rapport de force et qu'est-ce qu'il faut faire pour battre son adversaire. Et le mental, c'était un petit peu le délaissé, le parent pauvre de la performance. Et petit à petit, les témoignages après témoignages de joueurs envers les entraîneurs, etc. On s'est aperçu qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait un levier de performance très important et donc on a commencé à mettre son nez dedans et voilà, je pense qu'on en est qu'aux prémices en plus. C'est en train de se développer. C'est pas encore ça partout. Mmh. Il y a du pain sur la planche encore, Ouais. mais ça prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, toi qui as bossé quand même dans pas mal de clubs, euh, comme le Stade Toulousain, même aujourd'hui à Blagnac, est-ce que tu trouves qu'il y a une amélioration? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré encore dans la préparation mentale dans cette dimension-là? Le principal facteur qui va faire que le mental va se développer, c'est le côté financier. Il faut aujourd'hui que les clubs mettent une ligne budgétaire pour ça, ce qui n'est pas encore le cas du tout aujourd'hui. Et derrière, une fois qu'il y a le financier, il y a tout qui va en découler, notamment le facteur humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très rares sont les clubs qui ont des préparateurs mentaux en CDI, véritablement installés dans un club, donc qui peuvent travailler de manière sereine et pérenne, et régulière, etc. Donc il y a beaucoup d'intervenants, mais donc ça reste ponctuel et ça reste encore à la marge. C'est pas encore considéré. Alors il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et c'est pas encore considéré au même titre que les prépas physiques. Des prépas physiques, des kinés, etc. Il y en a dans tous les staffs, il y en a même plusieurs. Et prépa mentaux, on n'en est pas encore là. Mais ça va venir. Totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi et je me demande même s'il y en a, honnêtement, même dans des clubs top 14, des préparateurs mentaux qui sont en CDI en plein temps. Je n'en ai pas vu pour l'instant. Top 14, j'en connais pas. Comme ça, je sais pas tout. Mm. Mais non, ça me dit rien. C'est la fédé de rugby. Et je pense une des fédés les mieux placées ou qui fait un vrai travail là-dessus. Je sais que le 15 de France avec Fabien Galtier, il a intégré
2 préparateurs, donc des psychologues du sport, préparateurs mentaux dans son staff. Je sais que les filles ont un préparateur mental aussi. Hem, les U20, ils ont eu et peut-être qu'ils auront aussi encore, d'après les infos que j'ai. Donc il y a quelque chose qui est fait au niveau fédéral. Après dans les clubs, non, je pense que dans les clubs, les managers, gèrent cette partie-là, seuls pour l'instant Oui. et bon voilà. Mais Mmh. de ce point de vue-là, je pense qu'il y a il y a il y a Il y a il du y a travail à faire, quoi. il y a ouais, il y a une amélioration à apporter, ouais. Mmh. Et toi, concrètement, bon, si on comprend bien, du coup, tu as travaillé également pour l'académie de manière personnalisée pour certains joueurs, également via les lives. Également, tu as ton propre accompagnement. Quels sont les joueurs aujourd'hui qui te sollicitent? Alors, l les joueurs qui me sollicitent, c'est il y a 2 types. Clair, c'est les comment dire? La majeure partie des personnes qui vont venir vers moi, c'est des personnes, en souffrance. C'est des personnes qui ont une vraie douleur, hem, voilà, qui sont en difficulté, qui sentent qu'elles jouent pas du tout, au niveau qui est le leur potentiellement, qu'elles exploitent pas du tout leur potentiel. Donc là, il y a une vraie souffrance, donc elles se disent: «Ah, préparation mentale». On a souvent l'image du préparateur mental comme, du sauveur, un peu du soigneur. Bon, ça, c'est une des choses à faire évoluer dans les consciences collectives un petit peu, mais en tout cas, c'est ça. Le deuxième type de personnes qui me démarchent, ça va être les sportifs qui, eux, ont des envies de haut niveau. Soit ils sont déjà dans le haut niveau, professionnel ou haut niveau, soit ils ont vraiment des envies, c'est leur objectif, et donc ils veulent rien laisser au hasard. Donc ils se disent: «Beh, je vais tout travailler, en fait». Donc voilà, c'est les 2 types, de personnes qui vont venir vers moi pour vraiment travailler, se former, ou aller mieux, pour la première catégorie. Selon toi, il faut attendre qu'il y ait le feu pour directement contacter un préparateur mental ou prévenir peut-être quelque temps avant, même si j'ai déjà la réponse, pour directement contacter un Oui, préparateur? évidemment, tu as la réponse. Non, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Faut pas attendre d'être malade, pour se soigner. Il faut essayer d'avoir une belle hygiène de vie pour aller bien. Bon, ben c'est pareil, pour la tête. Il faut, se former. On dit bien on oublie dans la préparation mentale, on oublie souvent on retient le mot mental et on oublie souvent le mot préparation. C'est vrai. Et le mot préparation, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on se prépare à performer. Donc le travail doit être fait en amont. À partir du moment où je ne vais pas bien, ça veut dire que le travail, il a pas été fait ou il a été mal fait. Voilà, donc la réponse, C'est était clair, dans la question, c'est mais je clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est très pertinent parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs en appel de sélection et ça revient tout le temps. C'est des choses aujourd'hui, c'est le feu directement. Il y a tout qui va pas. La partie physique, ça va pas, on se sent moins explosif, moins endurant. La nutrition, ça va pas non plus. Alors je parle même pas de la préparation mentale mmh. et aujourd'hui, alors que c'est un facteur, qu'on a dit qui est pas développé encore dans les clubs. Donc c'est normal qu'il y ait le feu aussi également. Hem, pour toi, selon toi, quels sont les principaux blocages chez les joueurs, chez les jeunes joueurs principalement? Alors déjà, le premier blocage, bon, on vient d'en parler, c'est qu'en fait, ils sont Ils pas osent pas. formés. Mmh, C'est qu'ils ont pas appris. Donc c'est presque normal, en fait, qu'à un moment donné, dans leur développement, un blocage arrive. Déjà, c'est la première chose. Après, pour répondre concrètement à la question, le blocage, en général, c'est, une mauvaise gestion du stress, mmh. heu, perte de la confiance. Celui-là, c'est un gros problème, celui-là. Voilà, mais la confiance, c'est global, en fait. C'est-à-dire que, forcément, si je gère mal mon stress, il y a un lien direct avec la confiance, donc perte de stress. Sauf que quand j'ai pas appris comment fonctionnait, la confiance, eh bien, une fois qu'elle est perdue, je ne sais pas comment faire pour, heu, Ouais, la rehausser, la rebooster et la stabiliser surtout, pour éviter qu'il y ait une nouvelle perte de confiance rapidement derrière. Donc voilà, c'est stress, confiance, gestion des émotions, c'est vraiment les 3 thématiques qui reviennent le plus souvent. Heu, l'incapacité à gérer une frustration, l'incapacité, voilà, à passer outre, une colère, un agacement, sur le terrain ou en dehors, hein, ou en dehors parce que la prépa mentale s'intéresse
à l'homme ou la femme qu'il y a derrière le sportif. Donc tout ce qu'il y a en dehors du terrain est presque prioritaire, j'allais dire, parce que, on n'apprend pas à naviguer dans la tempête. Donc on apprend à se préparer mentalement déjà en dehors du terrain pour pouvoir ensuite utiliser les outils sur le terrain. Les 2 sont très, très importants. Totalement. Totalement, c'est très intéressant et par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu as des anecdotes à nous témoigner justement des joueurs que tu as pu accompagner où ils avaient vraiment un gros problème, peut-être plusieurs problèmes, la confiance, la gestion du stress? Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager par rapport à tes joueurs que tu as pu accompagner? Hem, c'est souvent, classique, hein. Après dans les exemples un peu, sympas, j'ai une golfeuse qui me vient en tête. Alors on s'éloigne un petit peu du rugby, mais j'ai une golfeuse qui était, passionnée, hein. En général, c'est le trait commun qu'ils ont tous, c'est le sportif passionné et elle avait beau être passionnée, elle avait beau mourir d'envie d'aller sur son parcours de golf le week-end, elle était tétanisée à faire des crises d'angoisse, hem jusqu'à avoir la nausée, des envies de vomir et cetera donc elle a fini par arrêter parce qu'en fait, c'était trop douloureux, donc elle a fini Ouais, par arrêter de jouer, de s'inscrire à des compétitions. Elle allait tant bien que mal à l'entraînement, à taper la balle et et aujourd'hui, bon voilà, on a travaillé, tout ça et aujourd'hui, elle se réinscrit, elle refait des compétitions et en plus, elle prend plaisir donc là, c'est voilà, ça, c'est des accompagnements assez criants, assez gratifiants. Donc là, c'est dans le golf, mais dans le rugby, il y en a il y en aurait plein. Mais celui-là, il est un peu ouais, frappant parce qu'il était un peu extrême, quoi. c'est clair. C'est clair, c'est clair et en termes de temps, aujourd'hui, pour une personne, voilà, qui a un problème de confiance, gestion du stress, je pense que tu évalues beaucoup aussi la manière personnalisée, d'où il part. En combien de temps on peut avoir de très beaux résultats au niveau de cette préparation mentale, que ce soit sur la gestion du stress, la confiance ou encore la gestion des émotions? Ah, bon, je te remercierais presque de poser cette question-là, parce que ça va me permettre d'aborder un sujet, intéressant. C'est, justement, hem, trop souvent, j'ai l'impression, enfin je le constate hein, encore quand je reçois les personnes en séance, c'est que on a toujours l'espoir du déclic, l'espoir d'un déclencheur qui va tout révolutionner. Comme si, la confiance a été perdue et en une phrase, un mot, quelque chose, paf, il y a tout qui va revenir et le week-end d'après et tous les week-ends qui vont suivre, ça y est, je vais trouver le flow, je vais jouer à 100 et hop, c'est de l'histoire ancienne, tu vois? On a encore cet espoir-là. Ça se passe pas comme ça? Évidemment, ça se passe pas comme ça, en fait. Je dis évidemment parce que moi, ça me paraît évident, tu vois? Oui, c'est Mais vrai. souvent quand je plaisante avec ça, je prends la comparaison avec la prépa physique, en fait. C'est comme si tu disais: «Ah ben tiens, je vais aller à la salle et je vais avoir le déclic. En une fois, une séance de muscu et ça y est, bouf, j'ai pris, 20 kilogrammes, je suis devenu une machine en cardio. Il y a ça ce n'est pas possible, en fait. C'est C'est la répétition qui va faire la performance. C'est exactement la même chose sur la dimension mentale. Hem, donc pour te répondre, il peut y avoir des choses, qui peuvent aller vite, très bien, pour aller vers le mieux sur 2, 3, 4 séances. Mais justement, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, moi personnellement aujourd'hui, je, propose seulement des accompagnements plus longs, d'un minimum d'une dizaine de séances. Parce que là, au bout d'une dizaine de séances, j'ai la conviction profonde que une première transformation a déjà lieu. Alors c'est pas une transformation aussi profonde que quelqu'un qui va être accompagné sur, une saison complète ou qui va traverser toutes les thématiques du mental, tous les outils possibles et cetera. Mais au bout de 10 séances, on a quand même, heu, la quasi-certitude de voir bouger les lignes et de voir du nouveau chez le coaché, même s'il était en difficulté, justement au démarrage de l'accompagnement. Après évidemment, tout dépend de sa douleur, tout dépend de son histoire et tous les accompagnements, pardon, sont sur mesure, donc on peut pas afficher de certitude, mais par contre, voilà. C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, hem, via les lives aussi que tu fais dans l'académie, j'ai eu énormément de mon retour d'ailleurs que je t'ai pas dit.
Mais derrière, on a demandé un peu aux joueurs comment ils se sentaient au bout de cette deuxième séance et on a senti vraiment que, bah, ils avaient compris certaines choses et ils se sont dit: «En fait, je pensais pas que le mental ça se passait comme ça et la préparation mentale ça se passait comme ça». Est-ce que pour toi, tu aurais peut-être pas une définition, mais selon toi, pour les gens aussi, pour toi c'est évident, comment ça se passe une préparation mentale? Quelles choses tu fais? Est-ce que c'est de la magie, de la psychologie? Comment ça se passe finalement, la préparation? Donc magie, tu auras compris que non. Hem, après ce qui peut paraître magique, c'est la transformation. C'est-à-dire quand on se voit, soi-même changer après donc un accompagnement, plus ou moins long, heu, on s'en sentait pas capable forcément, au préalable et donc là, il y a quelque chose de, «Waouh, j'ai évolué». Donc ça peut paraître donc c'est pas de la magie, c'est du travail, mais c'est génial, disons-le plutôt comme ça. Hem, la préparation mentale, c'est, pour avoir une définition assez simple, c'est acquérir des compétences, OK? De la même manière que la technique, le physique. Acquérir des compétences. Acquérir une vraie connaissance de soi, savoir, qui je suis à l'instant T, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Hem, c'est aller vers l'acceptation, du changement, accepter sans se juger, c'est pas toujours facile à faire et donc accepter de fonctionner différemment. C'est pour ça que d'ailleurs que la préparation mentale est, plus facile à mettre en place avec des jeunes, qui n'ont pas ancré trop de mauvaises habitudes ou trop de schémas cérébraux, répétitifs et cetera et c'est plus difficile avec des personnes qui sont avancées dans l'âge, même si c'est toujours possible. Hem, donc c'est vraiment ça. Ensuite, il y a l'entraînement mental, hem c'est tout ce qu'on va faire, d'accord? L'entraînement mental, c'est de l'entraînement quotidien. Ça peut être des petites choses, d'accord? On en parlera peut-être plus tard, mais c'est de méditation, visualisation, relaxation, heu, justement travail de clarté, passer par l'écrit, des choses comme ça. C'est, c'est penser dans son quotidien, penser dans ses entraînements, penser dans ses matchs à tout ce qui a été, évoqué, abordé, pendant les séances. D'accord? Donc c'est un vrai entraînement mental quotidien. C'est plus court, c'est différent des autres, dimensions de la performance, mais ça c'est là, ça doit être là en permanence, en fait. Plus je m'entraîne, plus je progresse. D'accord? Et puis, ensuite c'est, un feedback auprès de son préparateur, mental pour dire, bah, cet outil, ça a été waouh, et ça me parle énormément, ça fait écho en moi, j'ai pu le mettre en place, j'ai vu des changements immédiats. Cet outil, au contraire, il me parle pas trop, et puis on peut laisser tomber, tous les outils ne fonctionnent pas avec tout le monde et comme je te disais, c'est sur mesure donc c'est à moi, par contre, il y a un travail, de créativité quand on est préparateur mental pour s'adapter à celui qu'on a en face. Il y en a certains, c'est des cérébraux et donc il va Ouais, falloir les amener dans des sphères un petit peu plus, tu vois, lointaines, philosophiques, spirituelles limite, alors que d'autres pas du tout. ça D'autres, il va falloir mettre du concret, peut-être les emmener sur le terrain pour faire de l'intégré, la prépa mentale intégrée, heu, quand c'est possible. Parce qu'évidemment, je travaille beaucoup à distance, donc voilà, mais peu importe, c'est des choses qu'on peut travailler, autrement, mais c'est là où la créativité doit exister. Donc voilà et si je peux revenir à une définition de base, c'est plaisir et autonomie. S'il y a des mots clés qu'il faut retenir, c'est toujours promouvoir le plaisir, que le plaisir soit, au centre de la pratique, en fait, peu importe évidemment ce qu'on fait, parce qu'on oublie souvent de dire que c'est, dans la joie, c'est dans cette émotion-là qu'on est le plus performant quoi qu'on fasse, en fait et donc l'idée c'est de se poser la question en permanence, c'est comment je peux, heu, être joyeux dans ma pratique? Joyeux le plus souvent possible. On peut pas l'être, tout le temps, mais voilà, le plaisir, priorité et après l'autonomie, l'autonomie parce que l'objectif, qui est le mien, c'est de les amener à être capables de se préparer mentalement tout seuls, d'accord? Pour pas qu'il y ait d'effet de dépendance, en fait. Donc c'est vraiment voilà.
Ce que c'est une très bonne question. En fait, c'est assez drôle que tu partes sur ça parce que justement, j'allais te poser la question aussi également. Est-ce qu'un jeune joueur, heu, peut également se préparer mentalement tout seul? Du moins avoir certaines bases, hem, certains exercices pour lui permettre déjà d'aller mieux? Ou il a besoin finalement d'un préparateur mental pour évoluer? Alors les 2. Alors déjà, un joueur qui a déjà eu une préparation mentale, lui, normalement, il est autonome. D'accord? S'il a eu un bon accompagnement, suffisamment long, suffisamment de bonne qualité, il va être autonome, il va être capable de gérer la suite de sa carrière quasiment tout seul. Ça l'empêchera pas de revenir voir son prépa mental pour éclaircir une zone d'ombre s'il y a un passage un peu nuageux dans sa carrière, et cetera. C'est évidemment quelque chose de possible puisque, bon, en plus, ça me permet de dire que, beh, la relation entre le joueur et le prépa mental, c'est forcément une relation de confiance et de confidence qui se crée, et cetera. Donc, voilà, il peut revenir. Mais globalement, il doit ne plus avoir besoin de son prépa mental. Quelqu'un qui en a jamais fait, il peut. Il peut essayer, hein. On dit le 1er préparateur mental, c'est le joueur lui-même, Ça d'accord? Puisqu'il est là, avec son cerveau, toute la journée. Donc il doit bien faire avec. Le risque, c'est qu'il fasse pas, les choses, les bonnes choses ou voilà, de la bonne manière, et donc qu'il s'éparpille un petit peu, quoi. C'est toujours un petit peu le risque. mmh, Après oui, il y a des il y a des conseils, hem, qu'on peut donner pour, bah, leur mettre le pied à l'étrier et qu'ils partent, dans la bonne direction. L'intérêt d'avoir quelqu'un d'extérieur, c'est que justement, il va potentiellement repérer les endroits où ça dysfonctionne, où les blocages apparaissent, et cetera, et puis aller traiter, justement ça, tu vois? Ce blocage-là pour le lever et pour permettre, aux joueurs de s'exprimer de nouveau et de retrouver le plaisir lorsqu'il a été perdu. c'est très intéressant parce que finalement, c'est un peu comme la préparation physique. Aujourd'hui, il y a des joueurs, qui s'entraînent dans la salle, ils ont pas de coach, Et ouais. donc ils y arrivent également, mais est-ce qu'ils font les bonnes choses? Je sais pas, et c'est pareil dans la préparation mentale et encore plus compliqué, je pense, parce que du coup, il y a des choses aujourd'hui, on parle de visualisation, beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de la préparation mentale. Mais c'est vrai qu'il y a pas de fin. En tant que joueur, on peut pas savoir si c'est bien, si c'est pas bien, on n'a pas de feedback comme tu disais tout à l'heure, donc c'est très, très pertinent de consulter un préparateur mental, tout simplement, si aujourd'hui on est dans une logique de progression et d'optimisation aussi des performances. Hem, Mais si tu permets de rebondir là-dessus, tu vois, ça paraît être, heu, obvious, tu vois? Mais que pour apprendre la technique au rugby, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et qui nous apprend la technique au rugby? On n'apprend pas tout seul. c'est vrai, Quand tu arrives à la pépinière ou à U10, U12, ben, tu as des coachs. Tu as des coachs qui te montrent comment poser les mains sur le ballon, comment, c'est vrai. plaquer, où mettre ta tête, pour pas te faire mal, et cetera, quoi. Le Encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a des coachs TI, des coachs jeu au pied, des spécialisations, des soft skills, C'est sur la mêlée, la touche, il y a tout. Donc il y a des coachs spécifiques pour la technique. Pour la physique, bon, ben, il y a le vrai prépa physique. physique, la nutritionniste, elle vient avec sa spécialisation là-dessus. En fait, on prend des spécialistes sur tout. Pourquoi on n'en prendrait pas pour le cerveau, en fait? S'il y a des clubs qui nous écoutent, Ah ouais, My Mental, Clément ah Dardet ouais. est là. Très bien. Parlons un peu plus de mentalité de haut niveau. Toi qui as bossé un peu avec le stade, toulousain, avec les Espoirs, c'est ça que tu disais, le centre de formation? Non, alors moi j'ai travaillé avec l'académie, donc je D'accord, travaille avec les cadets, les crabos et avec les filles, donc les filles, les seniors féminines. d'accord. Est-ce que tu arrives à avoir une différence du coup avec, par exemple, un club comme le Stade Toulousain, où les joueurs sont potentiellement peut-être plus attentifs qu'un club de seniors, où là forcément on dit: «Bah, préparation mentale, ça va loin». Est-ce qu'il y a une différence nette entre ces 2 clubs, par exemple? Entre les 2 clubs, c'est-à-dire entre le Entre les jeunes joueurs et ouais. entre les adultes que tu fais au niveau de la préparation mentale? Mmh, En fait, les seniors qui sont déjà dans le très haut niveau, qui sont déjà professionnels, soit ils ont déjà fait de la prépa mentale et donc ils sont formés
et ils sont autonomes, soit, c'est malheureusement ce qui arrive parfois, je dis malheureusement pas pour eux, mais pour notre profession parce que ça fait de la mauvaise pub du coup. Mais soit ils ont développé, heu, les bons comportements, les bonnes compétences, mais en autodidacte un peu. Et donc en fait, ils sont déjà au clair. Alors je pense que malgré tout, il faudrait qu'ils aillent plus loin pour comprendre ce qu'ils arrivent à faire spontanément, pour pouvoir, en cas de problème, eh beh, se remettre, «sur pied» entre guillemets du coup, mais retrouver cet équilibre, mental, émotionnel de manière plus consciente, d'accord? Mais certains arrivent à ont développé ça, seuls. Donc la différence qu'il y a entre, c'est les jeunes et les adultes, c'est que, heu, les jeunes, ils, on part du principe qu'ils y sont pas encore, donc eux, ils ont envie d'y arriver. Donc déjà, eux sont assez ouverts quand même, contrairement à ce qu'on peut se penser. Il y a tous les profils, hein, qui existent, mais ils sont assez ouverts à ça et aujourd'hui, il y a aussi heu, la dimension concurrentielle. C'est-à-dire que dans les clubs, on se dit que si on forme pas nos jeunes au mental et que dans d'autres, clubs, ils les forment au mental, potentiellement, ça peut faire un désavantage à plus long terme. Donc on va malgré tout essayer d'introduire ça dans les clubs. Bon, c'est ce qui laisse aussi bon espoir pour le développement, de la prépa mentale, à plus long terme. Voilà. C'était la question? Je t'ai répondu à la Ouais, question? c'est ça. OK. C'est ça. Mais après, c'est vrai que, honnêtement, moi, c'est la première fois que j'entendais que dans des catégories jeunes, il y avait de la préparation mentale. Donc ça veut dire que le Stade Toulousain, hem, aurait mis à disposition un préparateur mental et je trouve ça très intéressant et hyper pertinent, surtout à leur jeune âge où, bah, j'ai bien l'impression qu'à cet âge-là, c'est là où il y a le plus de stress, plus d'émotions. On a envie de bien faire, on a envie de rendre papa et maman fiers sur le terrain et c'est là finalement, de mon point de vue, j'ai l'impression où il y a le plus de travail. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce principe-là, mais à cet âge-là, il y a beaucoup de stress, non? Alors du stress, il y en a à tous les âges. C'est vrai. Il y en a tout le Mmh. temps pour tout le monde. Mais par contre, je te rejoins complètement sur le fait que c'est l'âge auquel pardon, il faut le travailler. Parce que je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, en fait. L'objectif, c'est d'être autonome. Donc plus tôt le joueur a connaissance de comment travailler son stress, comment travailler sa confiance et cetera, plus tôt il va être autonome là-dessus. Et il va pouvoir peaufiner justement ses compétences. On affine en permanence. Comme on va affiner toutes les compétences techniques au fur et à mesure, hein, on sait faire une passe. Quand on a 15 ans, qu'on est un cadet à la mercerie, c'est faire une passe. Sauf que le même joueur arrivé à 20 ans, 22 ans, eh ben, il saura faire la même passe beaucoup mieux. Elle sera beaucoup plus fluide, plus précise, plus régulière. En fait, c'est la même chose. On va pouvoir affiner ses compétences mentales. Donc, le plus tôt sera toujours le mieux. Et donc oui, oui, c'est très chouette qu'ils aient mis à disposition. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les clubs, aujourd'hui, on est quand même, en tant que prépa mental, tributaire aussi de la réceptivité du manager. C'est-à-dire que c'est le manager qui est le chef à bord et si lui est réceptif, alors il va, dégager du temps pour que ses joueurs soient préparés mentalement, en individuel et ou en collectif. Et si le manager est moins réceptif, ben, malheureusement, il va pas dégager ce temps. OK? Donc c'est voilà, c'est une des limites, mais qui existe. Et c'est très intéressant parce que il y a, j'ai l'impression, deux catégories de personnes. On a les entraîneurs à l'ancienne, on peut dire, qui eux, la préparation mentale, bah, c'est comme un peu la nutrition, ça sert à rien et on verra ça dans un autre épisode, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a différents managers et comme tu dis, ben, le manager, prend un petit peu ces personnes qu'il a envie de développer et qu'il a envie d'apporter à l'équipe et le préparateur mental, souvent, si c'est des anciens coachs, ça passe un peu à la trappe, et ça arrive encore dans certains clubs, voire beaucoup et c'est pour ça aussi qu'il faut en parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui
mais n'ont pas forcément ont du stress, ont de l'anxiété, ont des émotions et qui se ferment parce que l'entraîneur dit concrètement que la préparation mentale, ça sert strictement à rien. Et ça, on en voit énormément dans les appels de sélection parce que les entraîneurs, s'en fichent concrètement, que ce soit même sur des catégories, Krabos, Espoir ou même à la Merceau et Goderman. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, Mmh. d'en parler aussi également. Hem, Aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu t'occupes beaucoup de «rugbyman» entre guillemets, mais beaucoup aussi de sportifs de haut niveau en général. Hem, Merde, j'ai oublié la question. Attends, hem, ah oui, voilà. Hem, du coup, toi, tu bosses beaucoup avec des sportifs de haut niveau en général. Quels sont les traits mentaux que tu arrives à observer chez différents sportifs de haut niveau, que tu retrouves pas, on va dire, chez les plus amateurs? Hem, la discipline, la discipline et un qui est moins évident, c'est la maturité, en fait. Chez les sportifs de haut niveau, heu, il se dégage une espèce de certitude de: «Je sais ce que j'ai à faire», hem et il y a un apaisement. Je sais pas exactement si cet apaisement, il vient du fait, d'être arrivés là où ils ont toujours voulu être, c'est-à-dire faire de leur passion leur métier, mais il y a cet apaisement, ce calme et cette maturité. On retrouve chez tous les sportifs de haut niveau, mmh, justement ce côté, très responsable. Responsable de leur propre projet. Ils savent, ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire, pourquoi ils le font. On sent qu'il y a une réflexion derrière. Alors chez la majorité, hein, pas chez tous, il y a toujours des exceptions et puis, il y a toujours des mecs hyper talentueux qui arrivent, ils sont professionnels et puis ils ont pas tout ça. Mais bon, on est obligé de pour répondre à la question, je fais une généralité, mais quand même, c'est hyper intéressant, cette idée de maturité et moi, je dis souvent d'ailleurs que la préparation mentale, le fait de se connaître mieux, c'est un accélérateur de maturité comme ça. Totalement. Voilà. On est plus voilà, on est plus au clair avec soi-même donc à partir du moment où on a les idées claires de où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller et bien déjà ça crée un apaisement et ça crée de l'efficacité au quotidien. Je sais pourquoi je vais à l'entraînement, je sais pourquoi, je mange ça, pour parler de nutrition, tu disais. Je sais pourquoi je fais des séances de prépa mentale. Je sais ce que ça va m'apporter. Je sais pourquoi, je souffre à la salle, même si c'est dur. Et voilà, en fait, à partir du moment où la souffrance a un sens, ben finalement, on la vit plus comme telle. On la vit comme, un passage obligé pour progresser et et donc en fait, ça change tout. Donc pour revenir à ce que je disais, voilà, discipline et la discipline, c'est de la motivation finalement, réglée, Constante. à long terme, constante et elle n'est possible que si il y a du sens, en fait. Sinon, si on ne sait pas pourquoi on fait les trucs, ben, un jour on a très envie, on y va et puis, au premier échec, on a moins envie et on n'y va pas ou on y va moins et finalement, c'est un frein, fort à la progression. Donc, voilà, discipline, maturité, efficacité et l'apaisement qui va avec tout ça. Et c'est plutôt énorme qu'on parle de ça parce que mais en fait, si on te rejoint, enfin moi je te rejoins énormément dans ce que tu dis, mais la préparation mentale en fait, c'est trouver son why, trouver son pourquoi et au lieu de penser que c'est la dernière chose à faire, ce serait surtout potentiellement la meilleure chose et la première chose à faire. Parce que si aujourd'hui tu trouves pas ton why, tu trouves pas ton pourquoi tu fais ça, quelle est la finalité de ton objectif? Comment tu peux l'atteindre? Dans quel horizon? C'est quasiment, on va dire, impossible. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est la 1re question, à se poser, c'est pourquoi je joue au rugby? C'est ça, exactement. Pour Pourquoi je joue au rugby? C'est pourquoi pas le foot? Pourquoi pas le volley? Pourquoi pas c'est des super sports, pourquoi pas le basket? Tu vois, on a des rugbymen qui font 2 mètres en 2e ligne, ils pourraient faire du basket les mecs C'est et vrai. pourquoi rugby? Tu vois? Pourquoi tu te connectes à ce sport-là? Tu vois? Est-ce qu'il y a une forme de valeur qui te parle plus? Est-ce qu'il y a une histoire familiale? Est-ce que, peu importe en fait, C'est clair. parce que chaque histoire est différente et à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais,
oh bon, tu peux aller très loin et voilà, Mmh. c'est la base, c'est C'est la la base, c'est la base base. et c'est le premier facteur en tout cas qu'il faut développer, au moins trouver, le why comme on dit et ensuite tout roulera parce qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai que si tu ne sais pas où tu vas, ben, tu vas nulle part et il faut quand même un minimum structurer certaines choses, pour te permettre, directement d'aller chercher ton rêve, sinon il restera un rêve, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'apporter ce 1er why. Dernière partie sur, cette dernière partie, on va vraiment vous donner des conseils clés si, Clément veut bien les partager. On va voir. Des conseils vraiment autour du match pour vous permettre en fait de vous avoir, maximum de conseils, un maximum de tips encore une fois. Hem, Aujourd'hui, Clément, un joueur qui est tout le temps sur le banc, qui, chaque week-end est sur le banc, il a du mal à jouer et il commence un petit peu à perdre patience, perdre son rêve, perdre toutes ces qualités-là. Comment revenir à la réalité? Comment reconnecter sur le terrain? Quelles sont les étapes? Je te laisse 1 heure. Heu, je sais pas s'il faut 1 heure, je sais pas si, donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est un joueur qui est remplaçant Tout le temps, sur le et banc et tout en remplaçant ou hors groupe. ou hors groupe? Ça OK. arrive. Eh oui, oui, ça arrive. Hem, Si tu veux, la 1re étape, ça va être, d'accueillir ses émotions. C'est, c'est ça paraît simple, de dire ça, mais c'est un joueur qui va être mis en difficulté en termes de motivation. Donc on va parler de ce qu'il ressent, de pourquoi il ressent, déjà essayer de comprendre, heu, ce qu'on ressent et pourquoi on ressent ça. Bon, sans trop de suspense, en général, ça va être, de la frustration, de l'agacement, ça peut être, hem, on appelle ça du désengagement peut-être dans un deuxième temps, mais ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose de difficile. Je trouve pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave, il y reviendra plus tard. Donc revenir à soi, c'est le principal, en fait. C'est-à-dire que là, je suis, on en a parlé d'ailleurs dans le dernier live, avec l'académie. Je suis dans une zone que je peux influencer, mais dans laquelle je suis pas décideur. Je peux influencer le coach, parce que c'est lui qui met, les bonhommes sur la feuille, mais je peux pas décider à sa place et donc en gros, c'est de se poser la question, c'est comment je peux faire? Puisque je suis en désaccord avec ce qu'il fait, j'ai envie que ça change, d'accord? C'est les bases de la frustration, les bases de la colère, c'est vraiment ça, c'est les désaccords. Je vois ce coach, je vois ses compositions d'équipe comme un obstacle à ma progression, un obstacle à l'atteinte, de mon rêve. Donc, heu, accepter déjà cette colère et puis l'utiliser, la transformer pour justement en faire une motivation, heu, supplémentaire. Pas, peut-être une motivation intense à court terme, puisque là on s'aperçoit que, dans ce genre de situation, c'est plutôt le long terme ou le moyen terme, espérons-le pour le joueur et ou le long terme qui vont faire la différence. C'est-à-dire, OK, ce coach-là ne compte pas sur moi apparemment, mes compétences, c'est souvent c'est pas qu'il ne les perçoit pas, c'est qu'il perçoit d'autres, joueurs comme plus compétents et donc déjà l'idée, ça va être de sécuriser l'estime de soi, la valeur que, le joueur perçoit de lui-même. Stabiliser ça. Parce que très souvent, il peut y avoir une dévalorisation perçue. Si l'entraîneur ne compte pas sur moi, ça veut dire que je suis mauvais et donc mes rêves de grandeur, de professionnalisme et cetera, je peux les oublier. Donc c'est garder ça, stabiliser ça. Donc en fait, tout est à traverser, hein. Depuis tout à l'heure, je parlais d'émotion, je parlais de motivation, là je parle d'estime de soi. On va parler de confiance puisque là c'est, développer le sentiment de capacité, se sentir capable de faire un effort long pour continuer à développer mes compétences techniques, tactiques, physiques pour que, in fine, heu, peut-être pas ce coach-là, hein, mais peut-être que la saison d'après, un autre coach d'un autre club
me fasse de nouveau confiance et que je retrouve du temps de jeu. Voilà, et accepter aussi l'acceptation, c'est accepter, d'être impuissant face à une situation. Ça, c'est difficile, hein. Ça, c'est du lâcher prise, hein. Accepter d'être impuissant, accepter de ne pas pouvoir, Ça, c'est dur. faire, ça, c'est des choses, L'ego. qui sont très difficiles. Voilà, exactement, hein, l'ego, c'est, si moi je pense avoir les compétences pour jouer et qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui me dit, que non, je les ai pas, il y a un décalage et là, oui, mon ego est un petit peu touché, abîmé. Mmh. Donc c'est un travail qui peut être fait également. Donc tu vois, on va tout traverser, quoi. On va tout traverser, mais pourquoi? Pour que le joueur continue de travailler qu'il lâche pas son rêve et voilà. Oui, Et voilà, et qu'il accepte que des fois on travaille sans savoir quand est-ce que ça va payer et c'est une des difficultés. À totalement. partir du moment et on en revient au why, à partir du moment où je sais que c'est le bon chemin pour moi, heu, que de travailler dans l'ombre, je joue au rugby, prendre du plaisir partout où il y a possibilité d'en prendre, à l'entraînement, vestiaire, muscu. OK, il y a pas la partie match, compétition, qui est en général, la petite, cerise sur le gâteau, ce pourquoi on joue quand on est compétiteur, évidemment, mais apprendre à prendre du plaisir partout ailleurs, c'est hyper formateur et c'est aussi s'en servir. C'est comme une blessure, tu parlais d'ego, c'est une blessure de l'ego, comme on pourrait parler d'une blessure, physique. Du corps et voilà et c'est revenir plus fort, en fait. Se servir de ce moment sans compète pour revenir plus fort le jour où on me fera véritablement confiance. Donc vous voyez, il y a pas qu'une prépa il y a pas qu'une séance. Quand il nous a dit tout ça, à mon avis, Ah ouais. il y en a pas mal, donc c'est pour ça, c'est intéressant de prendre le problème assez rapidement pour justement éviter cette phase de frustration, cette phase d'échec et cette phase d'ego aussi où on se sent impuissant, comparé à l'entraîneur. C'est la vidéo en plus que je traitais juste tout à l'heure, donc c'est très intéressant aussi également. Et tu as parlé de blessures et ça m'a attiré l'attention aujourd'hui. Croisé, heu, toutes ces choses-là, une épaule, Sans concerner. s'ils sont concernés. Comment tu abordes par rapport à ça? Est-ce que tu suis le même schéma sur la phase d'émotion, accepter les émotions? En fait, ils te vident ton sac, ils vident leur sac en fait, en appel si j'ai bien compris. Et comment tu rebondis après, voilà, une blessure? Je pense qu'il y a une grosse phase de frustration aussi. Oui, alors ça paradoxalement, parfois il y a de la frustration et parfois il y a du soulagement. Parce qu'en fait, une blessure, c'est le corps qui lâche, ni plus ni moins. C'est le corps qui a dit stop, certainement parce qu'il n'a pas été suffisamment écouté sur les jours, semaines, mois, qui ont précédé, le moment où ça a lâché. Moi, je rentre dans le vif du sujet en disant: «C'est un peu piquant, mais c'est pour, clarifier la situation», en disant: «On se blesse jamais par hasard». D'accord? Alors certains, ont le droit de pas être d'accord avec moi. Aujourd'hui, c'est quelque chose, hem voilà, pour lequel je suis convaincu, assez convaincu de ça, même s'il peut y avoir évidemment une part, de chance, selon moi, elle reste assez infime. Il y a énormément de choses à faire en amont pour faire en sorte que ça n'arrive pas, en fait. Donc c'est quelque chose qui a été mal fait par le joueur, voilà, dans sa préparation. Hem, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Évidemment, d'ailleurs, il y a des émotions partout, hein, donc la gestion des émotions, ça revient en permanence, hein. Heu, la frustration, l'agacement, la tristesse, hein, d'accord? Souvent, on passe par la phase de deuil, une phase de deuil, C'est vrai. le choc, le déni: «Non, c'est pas possible, peut-être que c'est pas si grave et cetera. Peut-être que j'en ai que pour, 3 semaines et pas 3 mois. Il y a peut-être moyen de revenir pour les phases finales. Là, il y a un match important qui arrive et cetera». Donc il y a toujours, toutes les phases du deuil, jusqu'au moment où, il y a l'acceptation: «Je suis blessé» et là, il peut y avoir une projection sur, l'avenir, sur le futur, voilà. On a accepté le fait d'être blessé, que les, jours, semaines qui arrivent vont être différentes de ce qu'on aurait aimé qu'elles soient, c'est-à-dire, continuer à s'entraîner, à performer et cetera, aider l'équipe. Et à partir de c'est pas moi qui le dis, c'est, Christophe André, un psychiatre, français très connu, je sais pas si tu connais? Qui a cette définition qui est parfaite, hein, selon moi, c'est l'acceptation
c'est, voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient et de là va naître les actions justes. Tant que j'ai pas accepté que je suis blessé et que donc mon identité quelque part de joueur a changé, alors je vais pas mettre en place les bonnes actions pour, pour me soigner, d'accord? Pour aller vers une vraie belle guérison et donc à la fois, tu l'auras compris, du corps et guérison aussi, heu du mental, de l'âme si je puis dire, sans aller trop loin. Mais véritablement, voilà. La blessure doit servir à ça. Je leur dis: «Ça arrive pas par hasard» et notre objectif à nous, dans l'accompagnement, dans le suivi, c'est que, le joueur qui reprendra la compétition, post-blessure, ça soit pas vraiment le même, qu'avant de se blesser pour justement, mettre toutes les chances de notre côté d'éviter la reblessure, quoi. C'est oui, c'est aussi, hyper pertinent ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de joueurs qui me disent: «Moi, Titouan, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'accompagnement une fois que je serai rétabli de blessure. Je vais prendre l'accompagnement une fois que, voilà, j'irai mieux, ça ira mieux mentalement, ça ira physiquement». Et je leur dis: «Oui, c'est très bien ce que tu fais, mais en fait, le meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite, pour que tu arrives encore mieux après cette phase de rééducation». Et je pense que c'est exactement pareil dans la préparation mentale. Le fait d'aborder certaines choses, des émotions ou autres, ça va leur permettre d'arriver bien plus fort à l'entraînement, au match qu'ils n'étaient avant. Parce qu'ils sont plus forts, ils ont une meilleure acceptation de l'échec et ils se sentent mieux. Tu le perçois comme ça aussi? Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, tu te rends compte s'ils prennent, l'accompagnement maintenant, alors qu'ils sont pas en mesure d'aller sur le terrain, ils auront, l'accompagnement, d'Élise sur la nutrition, mon accompagnement potentiellement sur le mental. Ils auront, des conseils sur le physique aussi, sur, plein de choses qui font qu'ils vont déjà optimiser leur récupération. C'est-à-dire les soins, tout, ça va dans le sens de ce que je disais avant. Ils vont, au moment de reprendre, ils seront déjà différents. Ils Totalement, seront déjà dans un état d'esprit différent. Donc, ils seront, capables, à ce moment-là, de donner plus physiquement. Là, peut-être que dans un premier temps, en effet, donner physiquement, leur corps ne le permettra pas de le faire. Mais par contre, il pourra donner plus au moment où, mmh, les médecins donneront le feu vert, quoi. totalement, totalement. Ben écoute, merci. Est-ce que tu as des choses à rajouter, que tu aimerais aborder, en plus, qu'on n'a pas forcément parlé? Je dit comme ça, je pourrais en avoir, Clair? en avoir plein. Non, s'il y a quelque chose que j'ai envie qu'on retienne aujourd'hui, de la prépa mentale, c'est, 1, que c'est une compétence qui s'entraîne, véritablement, qu'il faut le faire, heu, Plutôt en possible. préparation, donc le plus tôt possible, pas attendre, d'avoir mal, d'être en souffrance, pour se préparer mentalement. C'est justement parce qu'on va le faire avant, beh, qu'on va minimiser justement les chances que la douleur arrive. Donc préparez-vous, comprenez bien que c'est de l'entraînement, donc c'est de la répétition, c'est des compétences à acquérir. Et le troisième point très, très important, c'est toujours chercher la joie. Où est-ce qu'elle est? Toujours essayer de trouver le plaisir dans tout ce qu'on fait. Plus on va sur le terrain focus sur tous les petites choses, tous les petits détails qui vous mettent en joie, qui vont créer du bonheur en fait, du pourquoi je joue au rugby, du voilà, et plus vous donnez la chance d'être bien, dans votre tête, dans vos crampons et donc d'être performant. Totalement, c'est très intéressant et comme tu l'as dit, la 1re étape, trouver son why et prendre du plaisir sur le terrain. Je pense que c'est valeur fondamentale. Mmh. Tout le reste vient après. Si aujourd'hui, tu es un jeune rugbyman qui souhaite maximiser ses chances d'atteindre le haut niveau, tu réserveras un appel bilan sélection avec moi-même. Ou si tu veux travailler uniquement l'aspect mental, pas l'aspect préparation physique, pas l'aspect nutritionnel, ni également l'aspect technique, je te renvoie vers Clément cette fois-ci. On mettra son lien de réservation aussi de créneau pour que tu aies un appel avec lui, que tu échanges à travers tes objectifs, tes ambitions et potentiellement démarrer ton parcours sur la partie préparation mentale qui est très très pertinent. En tout cas, merci beaucoup Clément d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses par la suite avec le club de Blagnac,
potentiellement d'autres clubs aussi et avec ton accompagnement, beaucoup de bonnes choses aussi. Écoute, c'était avec plaisir, merci beaucoup et puis, à très vite. À très vite.